Mosé, c'est donc le dernier livre de Monsieur Jean-Samuel Latienne Rabego que nous allons parcourir ici, que nous allons découvrir ensemble à travers, bien sûr, la rubrique invité du jour. L'auteur sera là pour justement nous expliquer mieux ce livre-là. Ça sera tout à l'heure. Bien avant cela, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce jour par le directeur de l'information du Savane Média, Elhadj Smaïla Rabo, qui sera là. Et aujourd'hui, vous le savez, donc c'est vendredi, donc vous avez droit à la chronique sécurité routière avec notre partenaire Victoire Auto École. On parle des accidents de la circulation, surtout quelles sont les astuces ou conseils pour éviter ces accidents-là. Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end, alors restez avec nous tout simplement. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Alors, la première rubrique, vous le savez, c'est la rubrique qui part à la découverte de nos coutumes, de nos traditions, de nos sites touristiques. Et cette semaine, nous partons à Koudrou, dans le quartier Issouka, pour la rubrique à la découverte. À Issouka, donc à Koudrou, nous découvrons une femme chef traditionnelle. Nous découvrons son histoire, bien sûr. Il faut rappeler qu'elle a été intronisée par Nabasaga Ier, qui est le chef d'Issouka, qui a appelé cette dame-là Napwaka Ziri. C'est elle qui trône au même titre que les autres ministres de Nabasaga. Il ne s'agit pas donc d'une prise de pouvoir intermédiaire. Non, non, elle est femme chef traditionnelle à temps plein. Nous découvrons son histoire ensemble et on poursuit avec les témoignages de la semaine. Je suis resté épaté, émerveillé par l'histoire du peuple Mouaga, qui a commencé par une femme, dit-on, la légende le dit, venue du Ghana qui s'appelait Yenega, qui aurait rencontré un monsieur dans la région là-bas proche du Ghana et qui s'appelait Niare, Riare, comme ce qu'on dit. Et c'est cette femme qui a donné naissance à Ouedraogo, qui a lui-même créé l'empire Mouara en passant par, depuis leur existence, dans le côté centre-est du Burkina Faso. Alors, si c'est une dame, et je prends aussi l'histoire, quand on parle du côté de Bobo, on dit que c'est Gimbi Ouattara, qui a été une femme très battante. Et de gauche à droite, on se rend compte que les femmes ont joué une partie positive dans notre existence. Et aussi grand chef qu'on soit, ou petit chef, il n'y a pas de petit chef de toute façon, aussi chef qu'on soit, aussi président qu'on soit, aussi empereur qu'on soit, on est resté 9 mois dans le ventre d'une femme. Alors, donc tout ceci ont été des éléments. Mais l'élément important qui m'a décidé est que quand j'ai été intronisé, on m'a mené des problèmes que je devais résoudre, qui tournaient autour des problèmes de femmes. Et moi, c'est vrai, je suis de Koudgou, je suis né à Issouka, j'ai grandi, mais je suis parti très tôt. C'est bien que j'ai perdu quelques notions qui pouvaient me permettre de statuer, de juger, de prononcer une sentence ou bien, en tous les cas, de prononcer un verdict quand il y avait un problème concernant les femmes. Et je me suis dit, tiens, dans le collège, il n'y a pas de femmes. Alors, s'il n'y a pas de femmes, qui peut me donner une expérience sur la femme plus que la femme? Et j'ai donc demandé qu'on m'aide à insérer une femme dans le collège des gens qui devaient me conseiller. Tout est parti de là. Donc, vous voyez, les motivations, c'est l'histoire. La deuxième motivation, c'est l'histoire générale. Nous avons été colonisés par les Français, mais on parle bien de Jeanne d'Arc, on parle de beaucoup de femmes qui ont fait marcher positivement l'histoire de ce monde.
Ça, c'est la première raison que je vous ai donnée. La deuxième est que ici, chez nous aussi, euh, la femme a été très très importante dans la mesure où, quel que soit ce que nous sommes, c'est la femme qui nous met au monde. La troisième raison est que pendant que je dois prononcer, pas un jugement, mais enfin, en tous les cas, me prononcer sur une question relative à la femme, il faut bien qu'il y ait une femme. Voici les trois raisons qui m'ont poussé à convaincre mes supérieurs afin qu'on puisse me donner la permission d'introniser une femme. L'acceptation ayant été obtenue, il fallait passer à la nomination. Comment j'ai procédé? C'est si simple. J'ai regardé dans le pays Mouara, quand on doit introniser un chef, il y a toujours des candidats qui accompagnent. En tous les cas, ils sont autour de 3 et on désigne toujours une personne parmi les 3 ou en tout cas parmi le nombre suivant les régions. Et moi, je me suis dit que comme c'est pour les hommes, c'est 3, moi je vais demander à la communauté de me désigner 4 femmes. 4 femmes avec des critères bien déterminés, comme une femme par exemple qui n'humilie pas son mari en public, qui n'est pas dans les cabarets, qui s'occupe bien de ses enfants, ainsi de suite. Toute la litanie de qualités qui doivent accompagner la femme que j'allais désigner. Et une femme aussi d'un âge certain, pour dire d'un certain âge, pour qu'on puisse vraiment retrouver une grande sagesse en la personne et qu'en regardant son passé, en regardant sa vie, on trouve sans reproche le cheminement de sa vie. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la communauté toujours, parce que c'était pas à moi de désigner. Et j'ai dit, dans chaque groupe là, désignez-moi une femme, et au total, j'aurai 4 femmes. Et maintenant, c'est à moi de décider. Ces 4 femmes, je dois recevoir leur mari, je dois discuter avec leur mari, et au besoin même leurs enfants. Et c'est ce qui fut fait, que cette dame correspondait à mes attentes. C'est-à-dire que, bon, elle reste humaine, comme moi je reste humain, mais elle avait des qualités qui répondaient à mes attentes et qui répondaient à l'attente de la communauté. Et c'est comme ça que j'ai procédé effectivement à sa nomination. Je ne suis pas allé prendre une femme d'Issouka comme ça, non. Il faut toujours qu'il y ait un collège électoral. Vous voyez, notre démocratie aussi, c'est un peu cela. Donc, les femmes et les hommes de chaque localité ont désigné chaque femme. Et au total, j'avais 4 candidats. Et au bout des 4 candidats, il y avait une que j'ai retenue. Et c'est celle que vous avez vue, Napwaka Ziri, que vous avez vue, qui m'aide depuis longtemps, depuis son intronisation. Non, je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu. Il existe des femmes qui occupent des trônes vacants lors du décès de leurs parents, de leur père par exemple chef, et on intronise la femme, on l'intronise pas, enfin, elle occupe le fauteuil, elle a le bonnet, elle a la canne, et elle joue au chef jusqu'au jour du choix du chef homme. Pourquoi les hommes font comme ça? Les hommes, c'est mieux de confier effectivement à une femme pendant l'interrègne, parce que la femme, heureusement ou malheureusement, c'est l'éternelle étrangère. Elle ne peut pas rester chez ses parents pour être un chef à vie toute la vie. Au moment de la désignation, elle repartira sans rancune, sans problème, sans discussion. Pour me résumer, il n'y a pas de chef femme comme ça qui règne comme ce que j'ai fait au Burkina Faso. La mienne, elle est chef d'une portion de Issouka. Elle commande et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les vieux. Et quand on arrive devant elle, on lui rend les hommages, on lui rend les civilités comme on les rend auprès de moi.
À présent, il est l'heure pour nous de feuilleter les journaux ensemble, histoire de se mettre au parfum de l'actualité. C'est parti pour la revue de presse. Recevons le directeur de l'information de Savan Média aujourd'hui. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. L'Obs pour débuter. C'est ça, nous commençons avec l'Observateur Palga, journée des coutumes et traditions, les Kurumba de Pobé marque le coup à Sakula dans une lettre poulaille. Retour sur la première journée des coutumes et traditions. Une femme battante au capitaine Ibé. L'affaire Lionel Kaboui, de nouveau à la barre. Cinquantenaire échange sur l'étude annuelle de la liberté de la presse. Le Centre national de presse décline l'invitation du CSC. Le journal Le Pays affiche sa une ce matin, campagne cotonnière 2024-2025, une subvention de 10 milliards de francs CFA accordée aux producteurs. Affaire Lionel Kaboui, le délibéré de la Chambre d'instruction attendu le 7 juin prochain. On peut lire aussi journée des coutumes et traditions. Notre réussite passe par notre retour aux sources. Dixit Hassan Baadio. Note attribuée au Burkina sur l'état de la liberté de la presse, le CSC veut comprendre. Dans Pot-Pourri, les assises nationales, les travaux préparatoires conduits par Dr Ousmane Bougman. Conseil des ministres APEC, le décret portant modalité d'opérationnalisation des entreprises communautaires adoptées. Et puis dans Semaine de Poco, on peut lire quel rouge à lèvres pour quel type de peau. Citoyen, le quotidien d'État affiche une ce matin, campagne cotonnière 2024-2025, une subvention de près de 11 milliards de francs CFA accordée aux producteurs pour l'achat des intrants. Sera 2024 des réflexions pour une transition énergétique réussie. Dans Chronique, après le 15 mai, le cœur de mon voisin balance. Nouvelle du front, des terroristes neutralisés, de la logistique et du bétail récupéré. Normalisation de 3 écoles sous Payotte, le réseau des caisses populaires injecte environ 142 millions de francs CFA au sud-ouest. Aujourd'hui au Faso, une ce matin, Conseil des ministres, 10,9 milliards d'intrants pour la campagne cotonnière 2024-2025. Cinquantenaire du lycée mixte de Gounin, c'est parti pour les activités cyclisme, plusieurs coureurs et encadreurs suspendus par la fédération. Charles du Litako Gourmand, le ministre Karamoko, présente le projet de loi à l'ALT. Et puis Mali, production de lithium, en août prochain, il y a point de suspension, 41 ans. Le Premier ministre Thomas Sankara était arrêté. Et puis, à partir Tichekedi, Monseigneur Abongo en RD Congo, le temporel et l'intemporel finissent toujours par s'accorder. Tchad, Mahamat Idriss Déby est officiellement élu président. Nous terminons avec la Nation mensuelle burkinabé paraissant le 15 du mois. Transition au Burkina vers le Lenga du mandat. Le président Ibé Oula de la stratégie au sommet de l'État. Fonds spécial routier du Burkina, la direction générale sacrifie son jour de repos pour magnifier les péagistes. Journée nationale des coutumes et traditions, un colloque pour compulser la question. Jean-Marc Palme, à propos du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Moi, personnellement, je désespère de l'Afrique. Quartier périphérique de Ouaga, le calvaire des ménages pour avoir de l'eau. Et terminons avec ce titre, toujours à la une de la Nation. Enlèvement des citoyens au Burkina, l'État joue sa crédibilité. Merci bien, Elhaj. Alors, nous passons à la phase commentaire. Oui. On s'intéresse au Conseil des ministres d'hier qui a décidé d'accorder une subvention de 10 milliards aux cotonculteurs. Oui. Vous vous souviendrez qu'il y a à peine quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré a remis du matériel agricole, des tracteurs, des motoculteurs, des motopompes, tout ce qui va avec, et des intrants agricoles d'une valeur de 78 milliards de francs CFA aux producteurs agricoles pour la campagne agricole 2024-2025. Cette fois-ci, il s'agit pour le gouvernement de mettre à la disposition des cotonculteurs
un peu plus de 10 milliards de francs CFA pour renforcer la production cotonnière. Et le compte rendu du Conseil des ministres d'hier fait remarquer à travers le ministre du Commerce, Serge Poda, qu'il y a une amélioration des rendements de coton à l'hectare, en tout cas au regard du bilan qui a été fait de la campagne cotonnière 2023-2024, donc de l'année passée. Et donc ça a encouragé le gouvernement à renforcer davantage l'accompagnement du gouvernement et de l'État aux cotonculteurs burkinabés. Depuis quelques années, la cotonculture au Burkina balance entre abandon, léthargie et renforcement de la production. Au regard des difficultés que les cotonculteurs ont connues par le passé, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu l'épisode du coton OGM qui a été expérimenté sur une décennie pratiquement et que les cotonculteurs ont décidé d'abandonner après finalement à cause de la qualité, la longueur de la fibre, etc. Et puis, de tout ce qu'il y a autour. Il y a ensuite le prix même du coton graine qui stagnait et qui appauvrissait les cotonculteurs. Et puis, il y a tout ce qu'on a encore autour comme effet exogène lié notamment à l'insécurité, tout ça. Ça avait mis en difficulté la cotonculture au Burkina. Mais on voit bien que le gouvernement décide de renforcer la cotonculture. Bon, vous savez, c'est une culture qu'on avait adoptée du fait de la colonisation et on a souvent produit le coton pour d'autres personnes. Maintenant que le gouvernement lui-même a pris sur lui la responsabilité de monter des usines de transformation de notre coton, comme c'est un projet à Koudougou, dans la zone de Koudougou, dans le Boulkemde, ça veut dire que les cotonculteurs peuvent être davantage rassurés que notre coton va être transformé sur place, que l'État ou en tout cas les structures publiques et parapubliques pourront l'acheter et au bon prix pour que le cotonculteur ne cultive pas pour s'appauvrir, mais plutôt pour s'enrichir. Normalement, les choses devraient se passer comme ça. On attendra de voir les résultats de cette campagne-là, qui est fortement soutenue par le gouvernement. En tout cas, il me semble que c'est vraiment la bonne année pour les agriculteurs, les producteurs en général. Que Dieu donne une bonne pluie pour accompagner. Amen. Alors, on passe au deuxième sujet. Qu'est-ce qui se passe entre le CSC et le centre de presse Norbert Zongo? Oui. On ne sait pas encore si c'est vraiment grave, mais on pense que ça ne va pas être très grave. Ce qui s'est passé hier, c'est que le Conseil supérieur de la communication a transmis courrier au Centre national de presse Norbert Zongo pour l'inviter à une réunion hier pour parler de l'étude menée cette année par le Centre national de presse Norbert Zongo, comme d'ailleurs toutes les années précédentes, sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. Vous savez que chaque année, le Centre national de presse Norbert Zongo désigne un consultant avec une équipe avec lui, investigue sur la question de la liberté de la presse en échangeant avec des journalistes. Moi-même, j'ai souvent été interviewé, interrogé sur mon sentiment sur d'éventuelles entraves à la liberté de la presse ou d'éventuelles violations de la liberté de la presse. Cette année, c'était encore le cas. Et cela permet, le 3 mai, consacré Journée mondiale de la liberté de la presse, de présenter à la presse, mais aussi au public et à l'État, les résultats de l'étude. Cette année, c'est Moussa Sawadogo, notre confrère enseignant de journalisme, qui a conduit l'étude et qui l'a présentée le 3 mai dernier. Il en est ressorti que le Burkina s'est retrouvé pour la première fois avec une note en deçà de la moyenne. 1,96 sur 4. Les années passées, on avait toujours eu au moins 2 et quelques, parfois même on frôlait 3. Je ne sais pas s'il y a des années où nous avons atteint 3 ou dépassé 3, mais on a toujours constaté que la presse est plutôt bien portée au regard des notes qui étaient attribuées. Cette année, la note a fait frémir et on dirait que c'est ce qui a amené le CSC à demander une rencontre avec le Centre national de presse Norbert Zongo qui était prévue hier pour comprendre comment les choses se sont passées. Bon.
finalement, quand les gens y sont allés, c'est le président du CSC, Idrissa Ouedraogo, qui a dit malheureusement, la rencontre n'aura pas lieu parce que le Centre national de presse a dit, je crois par courrier, hier seulement aussi, au moment où la rencontre devait se tenir, que il ne pouvait pas participer, il ne trouvait pas opportun. Bon. Et que par ailleurs, l'étude n'était pas totalement achevée, le document n'était pas prêt. Renseignement pris parce que nous avons cherché à comprendre après, plutôt du côté du CSC. Aujourd'hui, nous essayons du côté du Centre national de presse Norbert Zongo. Du côté du CSC, bon, on s'étonne qu'une étude qui n'a pas été finalisée ait fait l'objet de communication le 3 mai. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes au 17 mai. Bon, ça veut dire que c'est 2 semaines passées après la présentation de l'étude. Donc pour le CSC, normalement, une étude qui a fait l'objet de communication publique devant l'opinion nationale et internationale devrait pouvoir être présentée en réunion et discutée. Bon, ça a étonné le CSC. Et puis, bon, le CSC dit aussi que il a besoin de comprendre un certain nombre de choses qui ont fait qu'on a abouti à une note comme ça. Il revient au Centre national de presse Norbert Zongo peut-être de prendre langue avec le CSC pour reprogrammer la réunion et puis rediscuter de la question. Bon, si tout est que c'est la question de l'étude là qui est en cause. S'il y a d'autres choses, bon, ça devrait être discuté aussi, moi, mais peut-être dans un autre cadre, bon, parce qu'il nous revient qu'il peut y avoir d'autres questions qui vont être discutées, notamment sur la vie même du Centre national de presse Norbert Zongo. On attendra de voir. Est-ce que certains avis aussi de certains membres du Centre de presse de Norbert Zongo pourraient être... avis par rapport à... Bon, sur les questions politiques, sur la vie du pays. Oui. Bon, c'est vrai que par exemple, quand vous voyez Idrissa Ouedraogo qui a fait une déclaration, qui a monté un front de résistance contre le pouvoir en place et qui a fait une déclaration que les réseaux sociaux ont repris, bon, Inoussa, en tout cas à ce que je sache et jusqu'à ce qu'il fasse la déclaration, était membre du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo et donc il présidait de façon tournante avec le secrétaire général du SYNATIC et le président de l'AJB, le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert. Il est l'un des patrons du Centre national de presse Norbert Zongo parce qu'il est le représentant de la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée, au sein du Centre national de presse Norbert. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Je ne sais pas. Dans tous les cas, bon, les questions politiques ne doivent pas brouiller nos questions professionnelles et techniques, parce que ça c'est du pur journalisme. On parle de notre travail. Est-ce qu'on nous empêche de travailler? Est-ce qu'on nous empêche de donner les informations? Est-ce qu'on nous empêche de commenter l'actualité? Est-ce que c'est du fait de l'État? Est-ce que c'est du fait d'autres personnes? Est-ce que c'est du fait d'un environnement qui n'est pas favorable? Est-ce que c'est lié à la conjoncture économique? C'est ça qui est en débat dans l'étude sur la liberté de la presse. Ce n'est pas le point de vue politique d'un membre du comité de pilotage ou d'un journaliste, je ne sais pas, X ou Y. Normalement. Maintenant, si quelqu'un pour ses convictions politiques vient brouiller notre vie professionnelle, bon, normalement, la personne n'est pas au bon endroit. Alors, pour finir, le journal Le Pays aujourd'hui nous fait savoir que le président de l'AFT serait en tout cas la personne qui va conduire les assises. Oui, le journal Le Pays dit que le docteur Ousmane Bougma est déjà à pied d'œuvre avec une commission, une équipe pour préparer les assises qui, vous le savez, auront lieu les 25 et 26 mai, donc à peine dans quelques jours, dans à peine moins de 10 jours. On aura les assises, ça va être le week-end après celui de demain. Bon, Ousmane Bougma, c'est peut-être la personne la mieux placée parce qu'il aurait même pu, avec les députés, modifier la charte de la transition à l'Assemblée sans voter une proposition de loi comme ça a été fait pour qu'on convoque les assises nationales. Bon, maintenant que l'Assemblée législative de transition n'a pas pris sur elle la responsabilité de modifier la charte et a renvoyé les éventuelles modifications et l'avenir du Burkina et de la transition aux assises pour plus de légitimité, bon, c'est bon que le président de l'Assemblée gère les choses parce que ça lui revenait de conduire la modification éventuellement si elle devait avoir lieu à l'ALT. Ousmane Bougma sera donc chargé de préparer avec son équipe, si tel est le cas, comme le journal Le Pays le dit, les textes de base qui vont être discutés aux assises et en particulier peut-être
faciliter l'ouverture des débats sur d'éventuelles modifications sur la charte de la transition. Il devrait aussi avoir un débat sur le bilan de 20-21 mois de l'équipe du capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, il devrait avoir maintenant un débat, et je crois que ça va être le plus important, sur l'avenir de la transition. Est-ce qu'il faut prolonger le séjour du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'État? Pour combien de temps? Nous, on entend dire 3 ans, on entend dire 5 ans. Bon, je ne vais pas parler des propositions extrémistes qui vont jusqu'à... Sans délai, là. Voilà, sans délai. Bon, il y a 30, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et puis il y a sans délai. Il y a ça aussi. Mais peut-être pour faire un peu de comparaison au Mali, le dialogue intermalien a abouti à 2-5 ans. C'est une fourchette que Assimi Goïta et son équipe vont examiner. Peut-être qu'au Burkina aussi, peut-être que ça va pas être une fourchette, peut-être qu'au Burkina ça va être franc. Bon, mais ça devrait tourner autour de 3-5 ans s'il le faut. Bon, parce que manifestement, les moins de 2 ans qu'Ibrahim Traoré a eu pour travailler là, bon, ont permis de faire quelque chose, mais on n'est pas encore au niveau de sécurité et de paix qu'on pensait avoir quand on était en octobre 2022, quand on faisait les dernières assises, voyez-vous. Donc on imagine qu'il va falloir un peu plus de temps. Ça veut dire que 2022 a été trop ambitieux. Les assises de 2022 ont été trop ambitieuses. Bon, moins, oui, je crois. Donc maintenant, il faut peut-être être plus réaliste et puis donner un délai raisonnable qui permet de dire, bon, si on atteint ce délai-là, on en a fini avec le terrorisme. On en a fini avec la gestion humanitaire des déplacés. Les déplacés sont repartis chez eux. Ils sont réinstallés dans des villages qui sont sécurisés, qui sont viabilisés, qui ont le minimum vital pour que les gens vivent décemment. Et puis, on peut parler maintenant d'autres choses. Voyez-vous, notre souveraineté est en jeu, notre indépendance est en jeu, notre sécurité est en jeu, notre vivre ensemble est en jeu, notre développement socio-économique est en jeu. Donc c'est un ensemble de défis que nous devons relever ensemble. Et moi, c'est ce qui fait que je suis surpris de voir qu'il y a des gens, pendant qu'on est en train de parler de la survie de notre nation et de notre État, qui parlent de faut organiser des élections, il faut mettre en place une transition civile, il faut faire quoi, il faut faire quoi. Depuis qu'un militaire fait son coup d'État et puis il donne le pouvoir à un civil, pour qu'après qu'il fasse le bilan du coup d'État, pour qu'après qu'il assume le coup d'État. Non, Ibrahim Traoré a fait son coup d'État là. Il l'assume jusqu'au bout. S'il passe la main à quelqu'un là, si après on doit dire que ceux qui ont fait le coup d'État là, on va les juger là, c'est le président civil là, il va venir s'arrêter pour être jugé. Hein? Il va venir s'arrêter pour être jugé. Puis il y a des gens qui rappellent que la Constitution proscrit les coups d'État. Donc Ibrahim Traoré doit assumer son coup d'État jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi il va passer la main à un civil pour venir faire un travail que les civils ont échoué à réaliser. C'est un non-sens de mon point de vue. Et si c'est pas comme ça qu'on doit faire la politique, pour moi c'est malheureux. Merci bien. Faire la politique là, bon, c'est penser aux autres, surtout aux plus faibles, aux veuves, aux orphelins. Voilà, c'est pas penser à un poste politique, penser à un poste ministériel, penser à un poste législatif. Bon, moi je pense que Dieu nous a donné beaucoup de choses pour que nous puissions vivre sans piller ceux qui sont plus faibles que nous. Merci Elhaj. Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Seulement pour vous aujourd'hui, monsieur Jean-Samuel Tiendre-Bego. Il est géologue de formation, écrivain. Aujourd'hui, on le reçoit en tant qu'auteur du roman historique dénommé La hantise du pouvoir chez les Mossé. Bonjour à vous, monsieur Tiendre-Bego. Bonjour, madame Ndiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes géologue de formation. C'est quoi votre travail concrètement quand on dit géologue? Faut dire que dans la géologie, il y a plusieurs branches. Moi, j'ai opté pour la branche hydrogéologie. Okay. Donc, ceux qui s'occupent de l'eau souterraine, qui s'occupent de la création des forêts. Dans le livre, il y a un passage où quelqu'un s'est sacrifié pour pouvoir garder
garder l'honneur de la famille. Donc on se rend compte que c'est vraiment une hantise chez eux. Tout tourne autour du NAM, tout tourne autour du pouvoir. Ça fait que, bon, par finir, j'ai opté pour ce titre-là, hantise du pouvoir chez les Mossé. Voilà. On dit que généralement les Mossé aiment le NAM, aiment le pouvoir. Bon, ils aiment le pouvoir, c'est pour cela que c'est devenu une hantise pour eux. Quand on aime quelque chose, vraiment, on s'y donne à fond, quoi. Donc, au point que on se rend compte que sans ça, la vie n'a pas de sens pratiquement. Alors, on se rend compte que dans ce livre, que c'est un roman historique, comme c'est noté d'ailleurs en bas du livre, parce que vous retracez des faits historiques, des faits qu'on retrouve, qu'on a entendu parler, dont on a entendu parler ou qui ont été retracés aussi par d'autres écrivains, mais c'est des faits historiques. Même si vous utilisez justement votre style particulier, ou vous faites aussi donc des ajouts ou des analyses, vous retracez carrément l'histoire, parce qu'on voit l'histoire des conquêtes, des successions, des prises de pouvoir et tout dans ce livre-là. Pourquoi un roman historique? En fait, c'est venu du fait, par exemple, nous, notre famille, nous avons été dépossédés du pouvoir, et c'est cette histoire-là qui était notre hantise. Et on se rend compte que le pouvoir qu'on a perdu depuis près de 250 ans, on vient de le retrouver. À travers, une fois qu'on a commencé à faire le pèlerinage, à aller rencontrer les vieux qui ont commencé à raconter l'histoire, on s'est rendu compte que l'histoire même que nous connaissions était juste une petite parcelle. À force d'écouter les différentes histoires concernant tout ce pouvoir, je me suis dit pourquoi ne pas rassembler tout ça dans un livre qui soit un peu continu pour qu'on puisse voir la suite de toute l'histoire. Donc c'est dans ce sens que j'ai essayé de rassembler et d'aller enquêter dans tous les différents villages en question pour pouvoir mettre par écrit une histoire cohérente qui résume à peu près tout le parcours. Voilà. Et vous avez décidé aussi de garder les expressions atypiques, hein? Le NAM, donc le Pokansanga, donc ça veut dire les mots morés, même si après il y a des explications en bas, comme les écrivains savent bien le faire, et vous avez décidé de garder ces mots-là. On s'intéresse d'abord au chapitre 1, où vous parlez donc du décès du roi, qui ne s'annonce pas simplement comme ça. C'est ça. Bon, pour écrire un roman qui soit attrayant, il faut que dès le début, on captive le lecteur par une suite qu'on captive le lecteur pour tout ce qui va suivre. Et c'est dans ce sens que j'ai commencé par décrire comment le roi est mort et la suite qui sera réservée à ce qui va se passer. Parce que c'est à la suite du décès du roi, quand l'ancêtre en question est allé pour chercher, pour le remplacer, qu'il a perdu le pouvoir et qu'il a été obligé de fuir. Si je commençais à raconter juste cette histoire-là, ça n'intéresserait personne. Mais quand on commence vraiment par décrire les choses, tous les événements, et à imaginer tout ce qui se passe, par exemple, dans la cour royale, bon, là, ça commence à captiver ceux qui veulent connaître la vraie histoire. Donc, le premier chapitre s'intéresse, je sais qu'il y a l'histoire des Ouedraogo qui sont racontées là-bas, avec donc l'histoire de Ouedraogo, de la princesse Yenega, qui est racontée au premier chapitre dans le décès du roi. C'est l'intitulé en fait du chapitre 1. Alors on va évoluer toujours en chapitre. Moi il y a justement une expression que j'ai notée là-bas, les Nakemde. C'est Naskemde ou Nakemde je crois. Qu'est-ce que ça signifie? À vrai dire, j'ai cherché à comprendre le sens même du nom, puisque c'est un nom qui était connu. Il y a eu un Moronave qui c'est le 4e, si je ne m'abuse, qui était le Moronave Naskemde. Naskemde, wow. Et c'est son fils qui portait le même nom,
qui est à la base, par exemple, de ce livre, qui a cherché le pouvoir à être Mohonaba. Il n'a pas pu, on a préféré prendre le frère de Naskemde, de Mohonaba défunt, pour le remplacer. Donc, vous connaissez que dans la tradition Mohara, quand tu perds le pouvoir n'admet pas l'opposition. Quand tu perds le pouvoir, tu as intérêt à quitter, à t'exiler. Sinon, tous les problèmes qui vont se passer là, on va t'accuser d'être à l'origine. Donc, c'est pour cela qu'il a préféré s'exiler et commencer sa pérégrination qui l'a conduit dans pratiquement 7 ou 8 villages avant qu'il puisse avoir le pouvoir. Voilà. En tout cas, l'histoire de Naskemde est très présente dans ce livre-là. On ne pourra pas parler de tous les chapitres, mais je m'intéresse aussi au chapitre 4. Vous avez parlé de Rissam. Rissiam, voilà. Rissiam, c'est dans la... Bon, c'est une commune, c'est un village et commune, chef-lieu de commune de la province de Bam. Donc, quand il a quitté le Ouagadougou, il est allé d'abord dans un village qui s'appelle Loda. Ça, c'est dans la commune de Boussouma dans le Sanmatenga. De là-bas, il n'a pas pu avoir le pouvoir aussi. Et là, une fois qu'il n'a pas eu, il faut qu'il quitte. Il est parti à Rissiam, où il y a eu d'autres événements qui l'ont forcé à quitter encore ce village pour aller maintenant vers le Yatenga. Il y a vraiment une hantise. C'est ce que je vous disais. Voilà, une vraie hantise pour qu'il faut que... Je sois chef. Je sois chef. C'est ça. C'est ça. Donc, à Rissiam, c'est son deuxième point de chute, où il a eu maille à partir avec le chef de Rissiam, qui n'était pas aussi un tendre. Donc, il a compris que, bon, là, s'il reste là, il risque pas d'avoir de vieux os, et en plus, il risque pas d'avoir le Nam là-bas, parce que là-bas aussi, c'était très fort. Il a dû s'exiler encore pour aller maintenant à Louda, non, plutôt à Tourou. À Tourou, voilà, dans son troisième point de chute. Et c'est de là-bas maintenant que de village en village, passer chaque fois, il cherche à conquérir le pouvoir là-bas. Il n'arrive pas. Une fois qu'il n'arrive pas, il faut qu'il quitte encore. Il a fait le parcours comme ça de Rissiam, Tourou, Rodom, Nabouli, Ribou, Zuetogomde. C'est à Zuetogomde, voilà, qu'il a pu avoir le pouvoir. Dans un petit village maintenant, une fois qu'il a pu avoir le Nam, il a commencé maintenant à conquérir tous les autres villages même qui l'avaient reçu et pour faire son royaume. Et par finir, il a pu faire son royaume à Zuetogomde et ses fils, ses successeurs ont continué la conquête jusqu'à constituer carrément son petit royaume, quoi. Mais qui relevait toujours quand même de Mogo. Voilà, c'était un canton qui relevait de Mogo. Donc, est-ce que Naskemde est un personnage fictif ou réel? Naskemde, c'est un personnage réel. Réel, parce que c'est réel, voilà, voilà. Un personnage réel qui a justement... donc, et à travers en fait, le parcours de Naskemde, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Non, en fait, bon, je ne veux pas démontrer quelque chose, je ne fais que retracer ce qui s'est passé, l'histoire. Bien sûr, avec un peu d'imagination, puisque personne n'était là pour décrire les événements, avec un peu d'imagination, bon, j'ai récité un peu l'histoire, tout le contenu de l'histoire. Voilà. En fin de roman, d'ailleurs, vous avez remercié un peu ceux que vous avez approchés d'ailleurs pour l'écriture de ce livre-là. Et je vois qu'il y a des sources orales également. Tout à fait. Voilà, et des sources écrites. Tout à fait. On continue la découverte donc de ce livre-là. Et on sait que tout au long aussi donc, du livre, on parle de conquête, succession, comme je le disais, résistance au pouvoir, perte du pouvoir, exil, histoire du royaume aussi, qui est retracé tout simplement. Il y a un chapitre, je crois que c'est le chapitre 14, c'est Vili. Vili. C'est un autre village également. Bon, voilà, là c'est mon village d'origine, dans la commune de Koudougou. Voilà, c'est à peu près à une dizaine de kilomètres de Koudougou, où bon, mon ancêtre a fini par
s'arrêter parce qu'il dit, bon, la pérégrination, là, c'est bon maintenant, quoi. Donc, lui, il est resté là-bas et ben, nous sommes tous issus de ce village. La particularité de ce livre, c'est que, par exemple, au chapitre 16, vous parlez de la généalogie. Est-ce que, pour vous, pourquoi c'était important quand même de rappeler peut-être les origines de chacun, les noms de famille? Pourquoi c'était important de revenir sur la généalogie? Bon, c'était très important à partir du moment où, à travers mes enquêtes, je me suis rendu compte que là où on disait que nos ancêtres là se sont installés ici, ils ont laissé des frères qui ne portent pas le même nom de famille que moi. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi le nom de famille a changé, pourquoi ceux-là, ils portent tel nom de famille. Et c'est toute cette histoire qu'on a racontée sur les changements de nom de famille, toujours liés au pouvoir, hein, toujours lié au pouvoir. C'est le changement de nom de famille que j'ai retracé. Pourquoi tel nom est devenu tel nom, en donnant les causes, en donnant les raisons. Vous êtes Tiendrebego, on sait qu'il y a des Tiendrebego. Tiendrebego et Tiendrebego, bon, et quand on écrit avec T, Tiendrebego, ça veut dire Tiendrebego. Tiendrebego. Croire en demain. J'espère que j'aurai mon pouvoir demain. Demain. Tiendrebego. Et puis, Tiendrebego, je rentre demain pour mon pouvoir. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même nom. Par exemple, dans ma famille, certains sont K, d'autres sont T. Bon, ça dépend maintenant de la transcription, quoi. Voilà. C'est ça qui est assez complexe aussi, surtout avec les noms de famille, souvent déformés, même souvent même entre frères de même mère, même père, il y a souvent ces difficultés-là. Vous avez pris des exemples, donc pour la généalogie surtout, vous avez pris aussi des exemples d'autres noms de famille. Je suis en train de trouver en fait les pages où vous avez, voilà, la famille Dianda ou Dienda à Sitenga. C'est des familles que vous avez, que vous avez approchées réellement? Oui, tout à fait. Okay. C'est pour cela que j'ai mis les photos même. Voilà. Lors des rencontres qu'on a tenues, lors des enquêtes, voilà, on a mis les photos pour vraiment témoigner que c'était une recherche quand même assez sérieuse. Oui. Parce que tous les noms de famille, le nom d'origine, c'était Ouedraogo. En fonction des aléas de la recherche du pouvoir, ils étaient obligés de changer de nom pour cacher un peu leur identité afin de pouvoir à la fin avoir le pouvoir. Par exemple, Dianda, ça veut dire, en fait, c'est une déformation de Djenre. Et voilà ce qui est la quenille. Voilà. Donc, en fait, c'est lors de... Quand il a cherché le pouvoir, il était vraiment fatigué, il voulait abandonner. Il y a sa femme qui lui a dit, moi je n'ai pas de lance, je n'ai pas de coutelas pour t'aider à conquérir ton pouvoir. Moi je n'ai que ma quenille. Si tu veux avoir le pouvoir, il faut que tu changes de nom. Parce que ton nom Ouedraogo t'identifie déjà comme un concurrent potentiel qui t'empêche de t'approcher même du pouvoir. Tout le monde cherche à te combattre. Donc si tu changes de nom, les gens oublieront que tu es un Nabiga et à la fin, avant qu'ils ne se rendent compte, tu auras le pouvoir. Ah oui. Et c'est pour cela, lui, il a pris le nom que sa femme lui a dit, Genre. Et on a fini par, de déformation en déformation, c'est devenu Dienda, écrit avec A ou bien avec bon, tout ça c'est des déformations, quoi. Ok, ça veut dire que si vous voulez connaître l'histoire donc de la chefferie traditionnelle donc en pays Mouaga, il faut avoir donc un tisse du pouvoir chez les Mossé. Et puis bien sûr, vous pouvez connaître la généalogie aussi de votre nom de famille, par exemple dans ce livre-là. Ça serait bien. On a pour les Tiendrebego et les Kendrebego là. Donc ici c'est normal parce que l'auteur même est Tiendrebego. Et puis mais on a aussi d'autres noms de famille. Alors mine de rien, on est en train de tendre vers notre entretien, M. Tiendrebego, un livre que vous avez mis à disposition donc du public. À quel prix?
C'est à 5 000 francs. À 5 000 francs. 5 000 francs, voilà. 5 000 francs. Et où est-ce qu'on peut l'avoir? On peut l'avoir à la librairie Diakfa, à la librairie Jeunesse d'Afrique. Et ça, c'est à Ouagadougou. À Koudougou, on peut l'avoir à l'Académie du livre. Okay. Et puis, bon, si on contacte des gens de la famille aussi, bon, le livre est toujours disponible. Le livre est toujours disponible. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez du public concernant Antilles de pouvoir chez les Moussis? Bon, j'attends que les gens puissent prendre connaissance de ce qui s'est passé, de l'histoire, et qu'ils aient aussi le courage de retracer, par exemple, chacun a une histoire, hein, que beaucoup de gens puissent retracer leur histoire. On se rendra compte que peut-être on est des frères sans le savoir. C'est par exemple, dans le livre, on se rend compte que les Bationo qui sont des Gouroussi actuellement, on était de la même famille. C'est quand ils se sont séparés, l'autre est devenu Bationo et l'autre est allé devenir Tiendrebego. Ah. Comprenez donc, à force d'enquêter, on se rend compte que nous sommes des frères. Et actuellement, on a commencé à se fréquenter. Il faut dire que dans le temps, les liens n'étaient pas rompus comme actuellement. Maintenant, on sait même pas qui est qui, même dans la même propre famille. C'est ça qui est dommage. Voilà, c'est ce qui est dommage. D'accord, merci beaucoup pour ce livre-là. Et puis, vous avez vu, la page de garde, c'est un bonnet de chef traditionnel. Donc, allez-y lire ce livre de M. Jean-Samuel Latienne-Rabero. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier, vraiment de faire connaître le livre. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Alors, nous nous arrêtons ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Nous poursuivons l'aventure du jour et cette fois-ci, nous recevons le directeur général du Savane Média, M. Charles-Maï Abissi, sur ce plateau. Bonjour, DG. Bonjour, Ramzita. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle d'un événement qui s'est tenu au Kenya. Vous y avez participé. On va faire un peu le bilan et savoir de quoi il s'agissait. Okay. Je rappelle qu'il s'agissait du sommet des leaders des médias d'Afrique, All Africa. Donc, on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Maintenant, l'actualité aussi, c'est quand même au Burkina Faso aussi la rencontre avec le CSC. Je veux parler des patrons des médias et le CSC, et les responsables surtout, pour parler de la survie des médias dans ce contexte actuel-là. Vous y avez participé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Merci beaucoup. Je crois que déjà, il faudrait saluer à sa juste valeur l'initiative du président du CSC et de toute l'équipe qui l'accompagne, parce que ce n'était pas évident. C'est vrai qu'il y avait une urgence, il y avait une situation, un état de fait, qui a peut-être poussé à ça, mais ça participe de la vision et de l'urgence de la question des médias, aussi bien au Burkina qu'en Afrique. Et on en parlera, c'est la même situation qui se produit et qui a inspiré un peu ce qui s'est passé au Kenya. Alors, il faut dire que vous connaissez un peu l'histoire récente de Savane, donc, qui a créé un tollé donc, dans tout le pays, parce que, bon, on dit souvent que, c'est ce que je dis, hein, un média qui se tait donc, dans le paysage, on va dire, médiatique, ben, c'est comme une étoile qui s'éteint dans la galaxie donc, démocratique. Si on pose le débat comme ça, chacun prendra la mesure de ses responsabilités. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, les médias sont dans une urgence extrême, urgence de survie, et particulièrement les médias africains sont dans une deuxième urgence. Parce que les médias africains, quelle que soit leur typologie, sont obligés d'aller au-delà de la mission de médias classiques, c'est-à-dire d'aller dans la mission de formation des consciences, dans la mission de développement, et non plus dans la mission simplement d'information des populations, comme c'est conçu en Occident. Donc il faut qu'on fasse la différence entre les deux choses. Nous avons deux urgences, donc la survie, et deuxièmement, donc, comment est-ce que nous faisons pour continuer de jouer ce rôle que nous nous sommes imposés nous-mêmes depuis les indépendances. Parce que la situation, on va dire, sociale n'était pas la même, donc le niveau d'instruction n'était pas le même, donc il fallait accompagner les masses, et notamment à travers les langues nationales, par rapport à ce que nous faisons. Alors donc du coup, cette situation qui est venue tomber comme un couperet sur la tête des médias, notamment donc, sur Savane,
je crois a suscité quelque chose dans le public. Et chacun commence peut-être à prendre conscience de ce que représentent les médias et donc de la situation réelle des médias, parce qu'en réalité, on ne les percevait pas très bien. En fait, les gens imaginent un conte de fées dans les médias parce que ça brille, c'est beau, mais on ne sait pas que ça coûte de l'argent de produire de l'information, on ne sait pas que c'est délicat dans un environnement qui n'est pas aussi favorable, économiquement parlant. Donc du coup, ce qui est arrivé et qui nous amène peut-être à réfléchir sur un certain nombre de choses qui sont à la fois structurelles, mais qui sont aussi conjoncturelles. Ici, la question, donc, c'était que le président du CSC convoque les responsables des médias afin de réfléchir sur l'avenir proche, mais aussi l'avenir plus ou moins à moyen et à long terme. Parce qu'il faut régler le problème de façon structurelle, c'est important. Les débats ont été assez intéressants, les contributions ont été assez intéressantes, des idées ont émergé, et ça a permis donc de commencer à réfléchir sur deux phases. Un instant d'urgence, comment est-ce qu'on fait pour que les médias ne ferment pas dans les mois qui arrivent, pour des raisons d'arriérés fiscaux et autres, et aussi comment est-ce qu'on fait pour que justement les médias puissent vivre de façon viable. Donc avoir une économie, un modèle économique qui permet donc de durer dans le temps et de rendre ce service-là. Parce qu'il faut savoir que malgré tout ce qu'on dit, donc le média aujourd'hui, depuis les années 90, est un concessionnaire pour les privés, donc de services publics. Qui dit service public dit service rendu à la nation, à l'État, donc un service qui doit être accompagné comme il se doit. Donc il faut revoir les choses. Et il faut revoir les choses. Donc la subvention, telle que c'est fait, ne suffit pas pour dire qu'on est en train de payer un service public, que ce soit dit. Alors, deuxième chose, c'est, et ce qui nous amène peut-être au Kenya, c'est cette urgence-là qui est partagée par tous les médias. Moi, avant d'y aller, je pensais que les médias anglophones étaient beaucoup plus en avance, étaient plus en sécurité que nos médias francophones. Non, c'est la même situation. C'est la même situation et c'est ce qui a amené justement All Africa Media à mettre en place ce sommet, mais en fait qui est une institution qui dure depuis 2008. Même s'il y a eu un break de près de 10 ans, cette année a été l'année de la reprise à cause justement de cette urgence-là. L'urgence, c'était quoi concrètement au Kenya? Vous avez passé 3 jours. On a passé 3 jours, du 8 au 10. Voilà, mais c'était 3 jours intenses. Voilà. Et l'urgence, c'était deux choses. C'était donc, une fois encore la survie des médias. Voilà. Et deuxième chose, mais comment est-ce que le média africain contribue à construire le narratif africain? Parce que pendant longtemps, les gens ont raconté l'histoire de l'Afrique par rapport au prisme des Occidentaux. Et vous savez très bien... On partage les mêmes réalités. Vous savez très bien que, comme on dit, selon que ce soit le chasseur ou le gibier qui raconte l'histoire, on n'a pas la même version. Donc si quand quelqu'un raconte votre histoire à votre place, eh bien, il ne fait que se mettre en avant. Alors que lorsque vous racontez l'histoire, votre histoire, vous la racontez de votre propre point de vue, mais aussi de la façon dont vous l'avez ressenti. Juste de vous qu'il s'agit. On ne permettra pas à quelqu'un de venir raconter l'histoire de l'Afrique pour changer un peu les valeurs qui sont les nôtres. Et je crois que chacun a compris aussi cette urgence-là, donc dans l'ensemble des médias. Maintenant, comment il faut faire? C'était la façon, ça faisait partie donc des panels et des communications qui ont été donc qui ont été posées par des experts et par des pratiquants donc de la presse. Les participants étaient purement africains? C'était africains, oui. Voilà, africains du Cap jusqu'au Maghreb. Ok. Voilà. Maintenant, on reste au sommet, donc on reste sur le sommet au Kenya pour les discussions en lien avec la survie surtout donc des médias. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a eu des propositions concrètes? Oui, il faut reconnaître que, comme a été dit, le thème donc, qui est assez expressif, c'est réinventer les médias africains en temps de transformation critique. Et nous sommes de plein pied dedans actuellement. Il faut changer de paradigme.
il faut revoir les choses parce que nous sommes dans un processus de migration. Et il faut s'adapter. Je parle des médias traditionnels, classiques. Je ne parle pas des médias numériques pour l'instant. De toute façon, les médias traditionnels aussi, pour suivre, sont obligés de migrer et d'avoir donc à côté donc des supports numériques. Ça, c'est obligatoire. Alors, moi, ce que j'ai retenu des communications, c'est que déjà, pour migrer, il faut adopter les codes du modèle numérique. Oui, alors, on ne peut pas faire du numérique avec l'esprit et la forme du travail, donc de consommation des médias, donc de la nouvelle génération. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, ça veut dire que dans les médias, il va falloir qu'on commence réellement à devenir plutôt des hommes d'affaires, des marketeurs, que juste des éditorialistes, voilà, qui se contentent donc de parler sans chercher le retour d'impact. La preuve, vous, quand ça va vraiment s'imposer, la première des choses que vous allez être obligé de faire, quand vous sortez de votre émission, c'est de regarder un peu vos données, combien de gens ont suivi, quelle catégorie, plus de femmes, plus d'hommes, plus de jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça va impacter le contenu? Mais oui, parce que en fait, ce que nous faisons, ça je le reconnais en tant que responsable de médias, souvent nous réfléchissons à la place du consommateur, de nos usagers, en disant oui, on va leur faire ça, on va leur faire ça, et on va leur dire ça comme ça, comme ça. Non. Il faut maintenant aller tenir compte, comme dans le marketing commercial, de ce dont l'usager a besoin réellement. Comment est-ce que je lui donne? Dans quelle tonalité je lui donne ça? Est-ce que j'ai une interaction avec lui? Le retour, je dois l'avoir pour savoir est-ce que je suis toujours en phase avec lui. En réalité, lorsqu'on prend l'esprit, par exemple, donc, du modèle économique numérique, on a une fonction qu'on appelle la fonction de community manager. Or, on oublie que même dans les médias traditionnels, la première des choses que nous faisons, c'est que nous avons une communauté à gérer. Quand vous mettez en place votre ligne éditoriale, ça veut dire que vous avez choisi une catégorie de population à qui vous vous adressez. On ne s'adresse pas à des intellectuels, à des élites, comme on s'adresse à des paysans. En termes de contenu, en termes de formulation, en termes de langue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on tient en compte tout ça. Donc, du coup, il faudrait réfléchir à ça. Il faut changer de paradigme. Ou alors avoir deux équipes voilà, qui vont travailler dans un sens ou dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment important. Les données sont importantes, comme je le disais tantôt. Il faut absolument commencer à travailler sur les données. On ne va plus dire, oui, il y a 1 million de personnes qui nous écoutent. Sur la base de quoi? Sur la base de rien du tout. Il faut aller dire, nous avons telle catégorie de gens qui nous écoutent. On a 35% de jeunes de telle catégorie. C'est des artisans, c'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des paysans, c'est ainsi de suite. Il faut aller chercher ça pour être sûr que nous avons de l'impact. C'est à partir de là que nous allons pouvoir dire, nous avons une cible. Et puis, bien entendu, dans le modèle économique, qu'est-ce qu'on cherche? Très simple, c'est le modèle triangulaire. Un média mobilise des auditeurs ou des annonceurs. Donc, lorsque vous avez votre audience qui est soit large, donc physiquement large, ou qualitative, spécifique donc dans sa composition, il y a forcément des annonceurs qui ont besoin de ce public-là. Oui. Et ils passent par vous pour les atteindre. Et nous, ça nous arrange. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Voilà. Oh, vraiment, c'est intéressant d'échanger avec vous. On est en train de me signaler que on a terminé l'épisode notre temps déjà. Maintenant, vous sortez de ce sommet avec quand même des résolutions, de nouvelles idées forcément. Alors, il y a un plan qui est en cours. Okay. En tout cas, donc une sorte de charte. Donc des médias africains qui est en cours d'élaboration. Je voulais saluer donc les organisateurs pour ça. Et comme pour dire que les planètes sont en train de s'aligner, ce qui est intéressant dans ce sommet, c'est que le président de la Banque africaine de développement, qui était un invité d'honneur et un orateur, a fait des annonces en disant que, en tout cas, la banque a pris conscience de la question et souhaiterait mettre en place un fonds pour l'accompagnement des médias. Ça, c'est très important. Et juste à côté, on ne le savait même pas, l'Union africaine avait réuni des experts pour réfléchir à comment est-ce qu'on met en place un département donc à l'Union africaine pour travailler sur, donc, avec les médias
sur la construction de narratifs et sur la suivi des médias. Donc vous voyez un peu que vraiment, comme on dit, les planètes se sont alignées et j'invite nos autorités politiques, les autorités de régulation à vraiment se rapprocher de cette institution-là pour voir comment est-ce qu'ensemble porte le combat dans les institutions internationales, économiques et politiques. Pour le bonheur des auditeurs, des téléspectateurs, des citoyens en général, mais également pour le bonheur des médias. Merci bien, chef. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va vous raccompagner avec cet élément. Et avant Honoré, on va recevoir bien sûr M. Hippolyte Tapsova de Victoire Auto-École. C'est notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour, M. Tapsova. Bonjour, Mme Nkema. Je rappelle que vous êtes formateur à Victoire Auto-École. Exactement. On parle des accidents de la route aujourd'hui. C'est important de savoir circuler, surtout donc de ne pas mettre en danger les autres usagers. Parce qu'il y a des accidents qui impliquent à titre individuel, donc en solo, mais il y a des accidents aussi qui impliquent plusieurs personnes. Et c'est surtout les accidents qui impliquent plusieurs personnes qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est ça, c'est évident. Souvent, vous êtes dans la droiture et puis quelqu'un vient vous courir. Exactement. Alors, on va s'intéresser aux causes d'abord des accidents de la circulation, principalement, les principales causes. Ok. Alors, donc, les causes, le cause des accidents de la circulation, premièrement, nous avons l'homme. L'homme, au oui. centre de tout, c'est vrai. Ça veut dire le conducteur Ouais. et éventuellement les autres hommes qui sont autour. Ouais. Ensuite, nous avons le véhicule, l'état du véhicule par exemple, et ensuite nous avons l'environnement. Nous allons donc le prendre pour l'homme. Ok. Alors, le non-respect de la sécurité routière. Vous savez, on part à l'auto-école, on apprend, mais en réalité, on ne met pas en pratique ce que nous avons vu à l'auto-école. Ensuite, il y a la méconnaissance du code de la route. Et quand je parle de méconnaissance du code de la route, il y a des gens qui, par exemple, qui ont le permis B et qui veulent conduire le poids lourd. Or, ils n'ont pas vu le code poids lourd. Il y a ceux-là qui ont le poids lourd et qui veulent conduire les transports en commun. Ils n'ont pas vu le code du transport en commun. De ce type-là, s'il est au volant, alors il va amener tout le monde à l'abattoir. Alors, donc ça, c'est une méconnaissance qu'il faut que chacun se corrige. Essayer de prendre la catégorie qui va avec lui et avec le véhicule qu'il conduira. Ensuite, il y a la distraction au volant. Il y a des chauffeurs, quand ils sont au volant, ils ont le téléphone. Vous savez, le téléphone a prouvé par A plus B que quand vous êtes dedans, quand vous êtes avec le téléphone et vous conduisez, votre esprit est concentré sur le téléphone. Donc tout ce qui se passe sur la route, vous ne voyez plus. Vous avez les yeux qui regardent, mais en réalité, il n'y a pas de concentration. Donc ce qui fait que, en réalité, il n'y a pas de prise de conscience en fait. Voilà. Donc il faut... Si on veut téléphoner, on s'arrête et on téléphone. Ensuite, il y a la causerie. Il y a des chauffeurs, quand ils sont dedans, ils passent le temps à causer avec les passagers. Souvent même en faisant des gestes. La main gauche, souvent la main droite. Il fait du n'importe quoi. C'est pas normal. Quand on conduit, on doit axer son esprit sur la route et laisser tomber les passagers. Même ceux-là qui sont dedans, vous ne devez pas trop les écouter, sinon vous serez distrait. Ensuite, il y a l'alcool. L'alcool et les stupéfiants. Quand on sait qu'on veut conduire, on doit choisir entre les deux. Conduire ou boire l'alcool. Et d'ailleurs, quand vous voyagez et que vous prenez de l'alcool, ça va vous amener à vous fatiguer. Donc, ce qui fait que ça n'ira pas bien. Donc, ensuite, il y a la fatigue elle-même. Quand on veut voyager, on doit bien dormir pour ne pas dormir au volant. Ce n'est pas normal. Quand on dort au volant, vous savez que quand le véhicule roule, il parcourt des mètres à la seconde. Donc le temps de fermer l'œil et de rouvrir là, l'inévitable sera là. Alors, il y a la vitesse excessive. La vitesse excessive, il y en a qui ne connaissent pas adapter leur vitesse à la circonstance, ou bien à l'état de la route, ou bien aux intempéries. Donc tout ça, c'est pas bon. Alors on va accélérer un peu avec les autres. Alors nous avons les conducteurs à deux roues qui se faufilent entre les autres véhicules. Ils occupent toute la largeur de la chaussée. Quand vous arrivez à un feu ou à un panneau stop, vous allez voir que tout le monde veut être premier. Qui veut être devant. Et du coup,
les autres ne peuvent même plus passer. On ne partage pas la route avec les autres, quoi. Voilà. Ensuite, ils ne portent pas de casque. Voilà. Pour les deux roues. Pour les deux roues, ils ne portent pas de casque. Ah, c'est dommage. Bon, maintenant, nous avons le véhicule. Le véhicule, hein, vous voyez, par exemple, ici, il ne porte pas de casque. Personne n'a porté de casque. C'est dangereux. Oui. D'accord. Ensuite, le véhicule maintenant. Manque d'entretien préventif et curatif. Donc il y a non seulement le défaut de la visite technique, il y a le défaut de l'assurance et aussi manque d'entretien préventif et curatif. C'est-à-dire que le véhicule doit être entretenu de temps en temps, tous les jours ou bien de temps en temps. Alors, il y a les pannes sur les éléments de la sécurité active. Je veux dire, par exemple, panne de frein, clignotant, feu, tout et tout. Donc ça, c'est la sécurité active. Nous avons le conducteur de deux roues qui roule souvent sans rétroviseur. Quand la moto n'a pas de rétroviseur, vous ne pouvez pas voir derrière ce qui se passe. Bon, nous avons l'environnement. L'environnement, c'est manque insuffisant d'infrastructures routières adéquates et manque de signalisation routière. Et aujourd'hui, presque sur beaucoup de routes, les signalisations routières ont été arrachées. Je ne sais pas par qui. Maintenant, usure prématurée des routes. Nous avons les routes qui sont usées. Et souvent, il y a la boue, les graviers, les chaussées rétrécies, montées et descentes dangereuses. Ensuite, les virages dangereux. Bon, les intempéries, je veux dire la pluie par exemple, le vent, la neige, brouillard, ainsi de suite. Ici, là, chez nous, là, c'est la pluie et puis surtout le vent. Voilà. Voilà, comme on le voit à l'image. Je profite ici pour parler du vent. Oui. Aujourd'hui, il y a des tôles qui sont mal clouées. Quand vous êtes sur la route et qu'il y a du vent même, vous sentez le craquement des tôles. Oui. Ça veut dire que ce sont des tôles qui peuvent s'arracher et tuer les usagers de la route. Donc, de grâce, tous ceux qui ont des hangars dont les tôles ne sont pas bien clouées, ils n'ont qu'à revoir. Faire la maintenance. Voilà, faire la maintenance de manière à ce qu'on ne tue pas les innocents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion, monsieur? Voilà, ok, merci. Alors, savoir adapter son allure est un acte qui sauvegarde les accidents de la route. Avoir une bonne vision. Ne pas avoir un handicap profond. Parce que quand je parle d'handicap profond, il y a des maladies qui sont incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis. Okay. Voilà, donc quand vous avez une de ces maladies-là, il faut s'abstenir de conduire. Être vigilant et attentif quand on circule. Respect de la sécurité routière, intervalle latéral et de sécurité. Éviter le téléphone au volant. Éviter de tenir le volant à une main. Il y a d'autres, quand ils conduisent, ils ont une seule main. Donc s'ils sont surpris par un ralentisseur ou bien ils sont surpris par une crevaison, il n'y a pas de solution, c'est dans la dérive. Alors ensuite, éviter des gestes de main ou parler au conducteur transporté. Okay. Voilà. Et savoir faire des entretiens préventifs et curatifs du véhicule et souscrire à une maison d'assurance et faire la visite technique des véhicules. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Tapsoba, d'être passé sur notre plateau. Okay. On va accorder quelques minutes à Honoré Onadia avant de clore cette émission. Ok, merci.